Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » The apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, kid. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. On ne mesure pas toujours ou pas encore suffisamment l'importance de la représentation. Et quand je dis « on », je parle de mec, cisgenre, hétéro, ce que je suis. Sans vouloir chercher d'excuses, surtout aujourd'hui, il était plus compliqué de mesurer une situation à laquelle on a guère été confronté. Des enfants, ados, adultes, blancs, ce n'est pas ce qui manquait à la télévision, j'avais l'embarras du choix pour me projeter, et à tout âge. J'ai pu ainsi être Olive de Olive et Tom, Sangoku de Dragon Ball ou MacGyver. Oui, déjà tout petit. Si vous étiez une fille de ma génération et voulez sortir un peu du schéma de la belle en quête du prince charmant, les choix étaient plus limités. Lady Oscar, Sailor Moon ou Jeanne de Jeanne et Serge, et encore, l'aspect sentimental était bien présent. Et côté série, les femmes avaient rarement le premier rôle. Drôle de dame ? Soit, mais elle bossait pour un homme et était chaperonnée par un homme aussi. Super, merci pour l'indépendance. Et si vous étiez racisé ou LGBTQIA+, alors là, c'était la fête aux stéréotypes. Voir des personnages qui nous ressemblent, c'est éprouver un sentiment d'appartenance et une forme de validation, pour peu que la représentation soit authentique. Ces questions ont toujours existé, mais elles sont peut-être plus audibles depuis les années 2000. On a davantage scruté l'inclusivité et la diversité, observant les manques cruels d'une industrie qui ne voyait pas vraiment où était le problème. Pourtant, c'est une logique quasi mathématique. Plus vous multipliez les représentations, plus vous augmentez la variété des personnages et des histoires. Et on a tout à y gagner. Aujourd'hui, on parlerait de wokisme, ce mot valise que beaucoup ne comprennent pas alors qu'un coup d'œil sur son étymologie, to wake, woke, woken, et par extension awake, soit se réveiller, s'éveiller au monde qui nous entoure et à la somme des gens qui le constituent. Simple, basique. Se sentir représenté, c'est aussi bénéficier d'inspiration. Mae Jemison, la première astronaute afro-américaine, a souvent cité Nichelle Nichols, qui jouait le rôle de Nyota Uhura dans Star Trek, comme une source d'inspiration pour sa carrière d'astronaute. Nichols a ainsi brisé des barrières en incarnant un personnage afro-américain dans un rôle de commandement. Mae Jemison évoque l'importance des role models, ces personnes de notre entourage qui nous inspirent tous les jours et nous aident à savoir comment nous comporter. Je la cite. Et si elle prétend que l'on peut apprendre de tout le monde, peu importe son genre, sa couleur de peau ou son orientation sexuelle, elle rappelle qu'il est utile de savoir que des gens qui vous ressemblent ont réussi car à ce moment, tout devient plus facile. Des personnalités publiques ou fictives qui ouvrent ainsi le champ des possibles. Et dans le cas de Mae Jemison, c'est voir en Uhura la preuve que d'autres personnes pouvaient partager les mêmes idées qu'elle. Seulement quand le rôle modèle s'appelle Tony Soprano, Dexter ou Oswald Cobb dernièrement, tout de suite c'est plus délicat. Les méchants fascinent. Il n'y a aucun problème avec ça, tant qu'on demeure conscient des limites morales de l'exercice. Mais parfois, certaines œuvres ont eu tendance à glorifier des figures antagonistes et pire, leur trouver des excuses ou circonstances atténuantes. Ouin ouin, pauvre petit pingouin, pas tant que ça en fait, c'est surtout une raclure. Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad, a discuté sur la complexité morale de Walter White dans plusieurs interviews, notamment avec Filmmaker Magazine et lors du podcast Better Call Saul Insider, et a exprimé sa surprise face à l'attachement du public à ce personnage malgré ses actions immorales. Si au départ on a de l'empathie pour ce prof de chimie atteint d'un cancer, on finit par le détester au fil des épisodes. Il est fascinant, mais on le déteste. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté à mes yeux. Pourtant, c'est le personnage de sa femme, Skyler, et son actrice Anna Gunn, qui se sont pris des torrents d'insultes et campagnes de dénigrement. Cherchez l'erreur. Et qu'en est-il de nos héros préférés quand ils franchissent la frontière entre le bien et le mal ? Que faire de notre idéalisation quand elle s'accompagne d'ambivalence ? C'est l'objet de cet épisode consacré à la série Magnum, la version de 1980. C'est le moment d'un dernier lever de soleil. Ivan. Yes?
you see the sunrise this morning? Yes. Why? Saison 3, épisode 2. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec Magnum, la série raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui s'occupe désormais de la sécurité d'une des propriétés du célèbre écrivain de romans policiers Robin Masters, situé à Hawaï. Il se distingue par la moustache célèbre de Tom Selleck, ses chemises hawaïennes et la Ferrari qu'il conduit. On parle bien ici de l'original diffusé entre 1980 et 1988. Un remake sera produit en 2018 qui ne présente pas vraiment d'intérêt. Le néo-Magnum a le charisme d'un bulot, et seule chose notable, Higgins est une femme, ex-membre du MI6, histoire d'offrir quelques arguments supplémentaires. Le reste est totalement anecdotique, et en plus, il se rase la moustache dès le premier épisode. Sacrilège. Après, est-ce que lutter contre la plus belle moustache de la télévision était une mission perdue d'avance ? Probable. Pour beaucoup, Magnum est synonyme non pas de glace, mais d'une sorte de coolitude, un swag pas possible et plein d'autres termes désuets comme cela pour exprimer une décontraction légendaire. Pas sûr qu'on se convertisse aux chemises hawaïennes pour autant, mais dans les années 80, Thomas Magnum a popularisé ce style au-delà du petit écran. Et à l'époque, on ne parlait pas d'influenceurs. Pour la légende, Tom Selleck a accepté ce rôle alors qu'il allait raccrocher les gants de l'acting faute de succès. Une belle opportunité, mais qui lui valut de refuser un petit rôle au cinéma, 3 fois rien, un vague archéologue s'appelant Indiana Jones. Le reste appartient à l'histoire, mais pas sûr qu'un autre acteur aurait permis à la série d'être aussi bonne et reconnue aujourd'hui. Car si de ce côté de l'Atlantique on le prend pour un objet sympathique et inoffensif, aux États-Unis, certains épisodes ont été utilisés dans des cursus universitaires sur des thèmes liés à la guerre du Vietnam. Cet épisode conclut un season première en 2 parties. Un début de saison où notre homme à moustache croise la route d'une figure de son passé, Ivan. Un homme tout à fait charmant, agent soviétique, colonel du KGB, actif au Vietnam pendant la guerre, qui a multiplié les activités clandestines qui l'opposaient directement aux forces armées américaines et ancien tortionnaire de Thomas Magnum. Charmant, je vous ai dit. Dans cet épisode, donc, le perfide colonel est de retour, mais pas pour demander pardon, bien au contraire. On est dans du pur méchant des années 80, excessivement machiavélique, démontrant un complexe de supériorité, ne possédant pas une once d'empathie. C'est un manipulateur cruel qui n'hésite pas à torturer physiquement et psychologiquement. Et il est communiste. La guerre froide bat toujours son plein et la fiction américaine diffusée sur les téléviseurs ne s'embarrassait pas de subtilité pour désigner et illustrer le méchant de l'histoire, qui était très souvent issu du bloc soviétique. Au cours de l'épisode, un ami proche de Magnum est tué lors de l'explosion d'une voiture commanditée par Ivan. De quoi faire vaciller notre héros et son compas moral. Nous sommes au terme du season première, Magnum tend un piège à l'ex-membre du KGB, car l'homme allait repartir libre dans son pays pour des raisons diplomatiques. Le genre de gestion politique qui fait toujours un peu grincer des dents. Suit un dialogue entre les deux hommes où le vilain russe captif et désarmé défie Magnum en déclarant qu'il ne peut pas l'abattre, car cela irait à l'encontre des lois et des principes moraux. On rappelle que l'ex-Navy SEAL est un modèle de vertu. Le héros américain dans toute sa splendeur, chose que l'on voyait couramment à la télé US, surtout à cette période. On n'était pas encore entré dans l'ère des anti-héros, ou les fameux hommes tourmentés qui sont devenus un standard comme un autre aujourd'hui. Donc, cette espèce de faux suspense ne provoque guère de réaction, on sait plus ou moins comment cela va se finir. Vous vous doutez bien, si j'en parle aujourd'hui et si vous ne l'avez pas vu, que la résolution sera plus surprenante que ça. Magnum demande s'il a vu le lever du soleil, une question qui n'a rien d'innocente. Ivan s'en amuse un peu, lui demande pourquoi. Magnum se retourne et l'abat de sang-froid. Fin de l'épisode. En faire un moment sériel marquant aujourd'hui peut sembler un peu léger. Après tout, on a célébré le pilote de The Shield en première saison et Vic Mackey tuait un gentil flic. Sur l'échelle de la morale, c'est pire. Mais on est en 1982, soit 20 ans avant la série de Sean Ryan, et 2 ans avant Rick Hunter, sous-inspecteur Harry qui dissoute du criminel à chaque épisode et ça marche pour lui. Donc pour l'époque et le personnage, c'est hyper choquant.
On n'a pas l'habitude de voir ça, spécialement dans Magnum, une série qui, si elle n'a jamais caché son fond dramatique, a le plus souvent montré un côté feel-good. On imagine sans mal la tronche des pontes de CBS quand ils ont dû recevoir le script ou découvrir l'épisode. D'ailleurs, cette fin a suscité une controverse évidente. Certains critiques et téléspectateuristes ont jugé que l'exécution d'Ivan allait à l'encontre des valeurs morales attendues d'un héros télévisé. Cela a alimenté un débat sur la représentation de la justice dans les médias. À l'opposé, on a aussi salué l'épisode pour son audace narrative qui a permis à Magnum de sortir du tout venant policier en abordant des thématiques complexes et montrant une attitude plus vulnérable et humaine pour son personnage principal. Mais tout ne repose pas uniquement sur l'écriture et la surprise. Il y a la réalisation et le montage épurés, sans effet superflu, et pourtant le résultat est vraiment chiadé. Les plans sur le visage résigné de Magnum, le jeu sur l'ambiance sonore qui s'éteint au moment où le détective se retourne et sort son arme, l'arrêt sur image sur la flamme sortant de son flingue. C'est sec, froid, direct, à l'image de son personnage qui a oublié toute idée d'une justice institutionnelle pour une vengeance personnelle où il devient juge et bourreau. L'impact d'une telle séquence est quasi physique. Elle vous laisse les yeux bien écarquillés et incapables de faire le moindre geste. Exactement comme cet arrêt sur image. Enfin, il y a la question que pose Magnum à Ivan. Une question pas innocente, on l'a dit. Sa présence à ce moment précis possède une forte signification et joue un rôle clé dans l'intensité dramatique de la séquence. Elle fonctionne comme un leitmotiv symbolique et émotionnel, encapsulant plusieurs thèmes du récit. Cette question est celle que posait Mac, l'ami de Magnum tué durant ce season première, et événement qui a plongé le détective privé dans cet état vengeur. Mac, c'est celui qui cherche toujours le positif, l'émerveillement, peu importe la situation. Plus tard dans l'épisode, Ivan posera la même question à Magnum, sorte de torture psychologique ou trigger warning pour lui rappeler la mort d'un être cher, mort dont le colonel soviétique est responsable. Alors quand Magnum pose la question à Ivan, c'est autant un hommage à son ami défunt qu'une réciprocité exprimant dans cette situation qui a l'ascendant psychologique. Le lever du soleil est aussi une métaphore, allégorie d'un nouveau jour avec ce que ça implique de laisser derrière soi. Ça rappelle le caractère éphémère de la vie, sa fragilité, cette façon que nous ne sommes que de passage dans un cycle qui reproduit inlassablement les mêmes mouvements. Les jours nous survivront toujours. Enfin, ce moment précis, quand Magnum pose cette ultime question, représente la bascule. L'élément déclencheur, catalyseur de ce qu'Ivan lui a pris et la prise de décision. Quand Mac demande si on a vu le lever du soleil, c'est avec l'idée optimiste que tout peut recommencer pour le mieux. Quand Magnum pose la question, c'est pour se réapproprier son ami qui lui a été volé physiquement et symboliquement par Ivan. Et quand l'image s'arrête sur le visage déterminé du détective en chemise hawaïenne, en partie masqué par l'explosion sortant du canon de son arme, c'est une autre lumière éphémère qui vient de se lever et que l'on fige dans le temps. Concluant, une séquence d'une froideur implacable et d'une tristesse immense. Car on peut se demander si on ne vient pas de perdre Magnum, s'il sera capable de se relever après une telle détresse psychologique et une action qu'il ne pourra pas effacer, peu importe le nombre de soleils qui se lèvera. Enfin, l'épisode nous laisse avec cette ambiguïté morale. On ne va clairement pas pleurer la mort d'Ivan, mais est-ce que l'on peut cautionner le geste de Magnum ? Dans un état de droit, on ne peut tolérer une justice personnelle. Malgré toutes les circonstances atténuantes que l'on peut trouver, et même si cela répare une injustice, vu que le méchant allait tranquillement rentrer chez lui. Ça reste fondamentalement inacceptable. On comprend pourquoi Magnum commet un tel geste. Et on ne lui jettera certainement pas la pierre, car qui pourrait dire s'il ne ferait pas la même chose dans cette situation ? Si ce moment est si mémorable, c'est non seulement parce qu'il montre quelque chose de totalement inédit à la télévision à cette époque, mais aussi parce qu'il soulève des questions éthiques et morales sur la place de la justice dans nos sociétés et sur nos inspirations face à nos héros. C'est le moment où un homme se venge. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre.